Le tennis est un sport de tradition, presque sacré, où chaque geste, chaque surface, chaque bruit est associé à une forme de rituel. Mais parfois, il tente des innovations radicales, des révolutions qui cherchent à moderniser le jeu, à casser les codes. Et en 2012, le tournoi de Madrid est allé très très loin. Cette année-là, le Masters 1000 madrilène a décidé de changer la couleur de la terre battue. Fini le rouge ocre traditionnel. À la place, un bleu électrique. Une idée censée améliorer la visibilité et marquer les esprits. Mission réussie? Pas vraiment. Le résultat, c'est un fiasco total. Une surface jugée impraticable. Des stars furieuses et un tournoi entré dans l'histoire, mais pour les mauvaises raisons. Ce qui devait être un coup de génie s'est transformé en cauchemar pour les organisateurs et en enfer pour les joueurs. Mais au-delà du scandale en lui-même, une question se pose, et elle nous concerne tous, fans de tennis, passionnés ou simples curieux. Le tennis doit-il évoluer avec son temps ou rester fidèle à son ADN? Retour sur ce moment unique où un tournoi a voulu changer les règles du jeu et où tout a explosé en plein vol. Et plus globalement, jusqu'où peut-on aller sans trahir l'essence de ce sport? Parce que c'est ni la première ni la dernière fois qu'une innovation choque le tennis. Et qui sait, peut-être que la prochaine révolution est déjà en route. Quand on parle du tournoi de Madrid en 2012, la première image qui nous vient en tête, c'est ce court d'un bleu éclatant, presque électrique. Une terre battue bleue. Ouais, de la terre battue bleue. À l'époque, c'était une révolution, mais surtout un énorme scandale. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce tournoi, installé au cœur du calendrier européen sur terre battue, a décidé de faire un virage aussi spectaculaire? Déjà, il faut comprendre que derrière cette idée, il y avait une volonté très simple, très rationnelle. Rendre le jeu plus lisible à la télévision. La terre battue traditionnelle couleur ocre, c'est très joli en vrai, mais à la télé, ça peut vite devenir un cauchemar, surtout pour les diffuseurs. Les balles jaunes se confondent parfois avec le fond, et pour les téléspectateurs, surtout pour ceux qui ont un petit écran, ça peut vite être difficile de suivre l'échange. Donc l'idée, c'était d'apporter un contraste plus fort entre la balle et le terrain. Et le bleu, ça n'a pas été choisi au hasard. Ils sont partis sur la même logique qu'à l'Open d'Australie, qui a basculé sur du dur bleu pour ce même souci de lisibilité. Et ça marche plutôt bien là-bas. Les matchs sont clairs, les trajectoires visibles et l'esthétique est moderne. Donc à la base, c'est pas une idée farfelue, c'est même plutôt malin. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est quand on comprend que cette décision n'était pas simplement technique. Derrière ce changement de couleur, il y avait aussi une stratégie marketing bien rodée. Le Masters 1000 de Madrid, il faut se rappeler que c'est un tournoi assez jeune. Il est arrivé tard dans le calendrier, d'abord en indoor sur dur, puis transformé en tournoi sur terre battue pour coller au printemps européen avec la préparation pour Roland-Garros. Mais même en étant un Masters 1000, Madrid restait dans l'ombre à côté des deux géants sur ocre. D'un côté, Monte-Carlo, avec son décor de cartes postales sur la Méditerranée, peut-être le plus beau tournoi du monde. Tous les joueurs rêvent de gagner le tournoi et tous les fans de tennis rêvent de se rendre sur le tournoi. Et Rome, un tournoi sublime qui sent le prestige, l'histoire à plein nez et qui fait monter la pression juste avant Roland-Garros. Alors comment se différencier? Comment sortir du lot et donner à Madrid une image unique? Une personnalité propre? Eh ben en changeant la couleur du sol par exemple. En faisant un choix fort, visuel et immédiatement identifiable. Le pari c'était ça, faire du bleu la signature de Madrid. Créer une sorte de marque visuelle, comme Wimbledon avec son gazon, comme Roland-Garros avec ses graviers ocre, et se placer comme le tournoi moderne, celui qui ose. Et évidemment, en toile de fond, il y avait l'idée d'attirer les sponsors, les diffuseurs, et de faire parler du tournoi. Et sur ce point-là, il faut bien dire que c'est une réussite, parce que si on retourne en 2012, tout le monde parlait de Madrid, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et au cœur de cette histoire, il y a un homme, un personnage, un ancien joueur devenu mania du business. J'ai nommé Ion Tiriac. Ce nom, si vous suivez un peu l'histoire du tennis, peut-être qu'il vous dit quelque chose. Ion Tiriac, c'est un ancien joueur roumain, pas un champion non plus, il a été 55e mondial, et après sa carrière, il a été le manager de grands noms comme Boris Becker, et surtout un businessman redoutable. En fait, Ion Tiriac, c'était tout simplement le propriétaire du tournoi de Madrid. Et c'est lui qui a décidé d'imposer cette fameuse terre battue bleue. C'était pas une proposition soumise au vote des joueurs, ni un projet validé par l'ATP en consultation avec les acteurs du circuit, c'était un ordre venu d'en haut, une décision autoritaire. Et puis Tiriac, c'est quelqu'un d'extravagant, qui aime provoquer, et qui veut que son tournoi soit au top. Et il se fiche des traditions si celles-ci entravent ses ambitions. Donc il a vu en cette terre battue bleue une opportunité de se démarquer, de faire parler, et de rendre son tournoi incontournable. Et c'est là que ça coince, parce que dans un sport aussi conservateur que le tennis, le moindre changement fait grincer des dents. Alors quand un changement aussi radical est imposé sans concertation, tu te doutes que ça va pas passer comme une lettre à la poste. Avant même que la première balle ne soit frappée sur ce nouveau terrain, les critiques commencent à fuser. Beaucoup de joueurs s'interrogent, ils se demandent comment appréhender cette nouvelle surface. Est-ce que ce sera vraiment la même chose que de la terre ocre, juste en bleu?
Est-ce qu'il y aura une différence d'adhérence, de rebond, ou est-ce que ce serait pas juste du marketing déguisé? Certains, comme Nadal ou Djokovic, sont ouverts, mais restent prudents. Ils disent qu'ils veulent tester et qu'ils verront bien. Ils s'opposent pas frontalement à l'idée, du moins pas tout de suite. Mais d'autres sont plus sceptiques. Andy Murray, par exemple, a déclaré qu'il trouvait le concept étrange, qu'il préférait qu'on n'expérimente pas ce genre de choses en pleine saison. En gros, tout le monde a un doute, mais personne ne mesure encore l'ampleur du problème. Parce qu'au fond, avant le tournoi, personne ne pouvait imaginer que la couleur allait aussi cacher une réalité beaucoup plus problématique. La surface n'allait pas seulement être différente visuellement, elle allait être dangereusement instable. Et c'est là que tout dérape. Dès les premiers échanges du tournoi, l'effet de surprise fait place au malaise. C'est pas juste la couleur bleue qui fait parler, c'est la manière dont les joueurs galèrent sur le court. Très vite, les critiques ne sont plus de simples inquiétudes, ce sont des accusations frontales. La surface n'est pas juste nouvelle, elle est injouable. Ce qui choque en premier, c'est l'instabilité de la surface. La terre battue bleue est extrêmement glissante. Les joueurs n'arrivent pas à s'ancrer, à s'arrêter, à changer de direction. On les voit glisser de manière incontrôlée, perdre l'équilibre sur des mouvements pourtant basiques. Les réflexes habituels ne suffisent plus, les appuis sont précaires, et dans un sport où chaque microseconde compte, c'est un cauchemar. Le moindre changement d'appui devient une prise de risque. Et c'est pas qu'une gêne technique, c'est aussi un danger physique. Quand tu peux pas anticiper comment tes pieds vont réagir, tu joues avec tes articulations, les chevilles, les genoux, le dos, tout est sous tension. Donc il y a un risque accru de blessure et les joueurs le sentent tout de suite. Et comme si ça suffisait pas, les rebonds de balles sont eux aussi aléatoires. Parfois la balle fuse, parfois elle s'écrase, parfois elle reste dans la raquette, comme sur dur, et parfois elle gicle, sans prévenir. Résultat, les joueurs perdent leurs repères, ils frappent trop tôt ou trop tard. Le timing, la précision, le rythme de jeu, tout est faussé. La surface ne respecte plus les codes du jeu sur terre battue. Il n'y a plus de glissade contrôlée, plus de défense en reculant, plus de longs rallyes tactiques. C'est une autre discipline, un autre sport. Et très vite, le tollé est général. La grogne monte au fil des tours. Et on parle pas des seconds couteaux qui se plaignent, ce sont les plus grandes stars qui parlent directement. Rafael Nadal, qui est déjà le plus grand joueur sur terre battue de l'histoire, il se fait battre au 3e tour. Il perd contre son collègue Fernando Verdasco dans un match où il n'arrive tout simplement pas à poser son jeu. Et derrière, l'Espagnol ne prend pas de pincettes. Ce n'est plus du tennis. Si Madrid garde cette surface, je ne reviendrai pas. Une déclaration lourde de sens. Rafa, roi de la terre battue, qui a déjà gagné 7 fois Roland-Garros à ce moment-là, menace de boycotter le tournoi. Il considère que cette terre bleue est une trahison de l'essence même du jeu sur ocre. Alors on pourrait penser que l'Espagnol est juste frustré d'avoir perdu et cherche une excuse, mais c'est pas son genre. Surtout que c'est Novak Djokovic, lui aussi éliminé prématurément en quart de finale, qui s'est montré tout aussi furieux. C'est la pire surface sur laquelle j'ai jamais joué. Le ton est sec, sans appel. Pour un joueur qui est capable de s'adapter à tout, capable de briller sur gazon, sur terre, sur dur, ce genre de propos marque une rupture totale avec le terrain. C'est un rejet complet. Et même Roger Federer, qui remporte le tournoi cette année-là, donc il devrait être content, il reste critique. Federer s'impose face à Berdych en finale, mais il fanfaronne pas. Il sait qu'il a dû s'adapter et il reconnaît que la surface est problématique. Je me suis adapté, mais je comprends les critiques. Pourquoi n'avoir rien demandé aux joueurs? C'est toute la problématique de cette terre battue qui est résumée ici. Le manque de concertation. Federer, qui a toujours été mesuré, pointe du doigt le fait que les joueurs n'ont pas été impliqués dans le processus. Et c'est là peut-être le cœur du scandale. L'innovation n'a pas été pensée avec les joueurs, mais contre eux. Face à la grogne généralisée, face aux menaces de boycott de Nadal, face aux critiques publiques de Djokovic, à la gêne visible sur chaque match, l'ATP n'a pas d'autre choix que d'intervenir. Quelques semaines après le tournoi, la décision tombe. À partir de 2013, Madrid reviendra à la terre battue ocre traditionnelle. C'est une décision radicale mais nécessaire. L'expérimentation est terminée. La terre battue bleue est abandonnée, rangée au placard de l'histoire du tennis comme un coup d'éclat raté. Et évidemment, Ion Tiriac ne digère pas la décision. Lui qui avait misé sur cette innovation pour moderniser le tournoi est furieux. Il considère que le tennis est trop frileux, trop conservateur, incapable de s'ouvrir à des évolutions nécessaires pour son avenir. Le tennis doit évoluer, les joueurs sont trop conservateurs, dit-il. C'est sa ligne de défense, mais elle ne convainc pas grand monde. Parce que c'est pas l'idée d'évoluer que les joueurs ont rejeté. C'est le manque de dialogue, la mauvaise exécution, et surtout le risque pour leur intégrité physique. Et au final, c'est pas l'innovation en soi qui a échoué, c'est la manière dont elle a été imposée. La terre battue bleue de Madrid, c'est devenu un symbole de ce qu'il faut pas faire quand on veut changer les règles dans un sport aussi codifié que le tennis. Ignorer les joueurs, forcer la main et miser sur l'esthétique au détriment du jeu. Mais cette histoire soulève une vraie question qu'on va aborder maintenant. Le tennis doit-il évoluer ou au contraire préserver son identité?
Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte ce sport à notre manière. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de chaque vidéo qui sort. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a mis en place une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un don à la hauteur de tes moyens, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Le tournoi de Madrid 2012 restera dans l'histoire comme un coup d'éclat isolé, un pari raté, un échec cuisant et surtout une leçon. Depuis cette édition catastrophique, plus aucun tournoi n'a tenté de revenir à cette terre battue bleue. Le projet est mort-né, l'idée a complètement été enterrée, presque comme si elle n'avait jamais existé. Et ce refus d'insister montre une chose très claire. Les joueurs ont un pouvoir immense sur le tennis mondial. Quand Nadal, Djokovic et Federer, donc les trois plus grandes figures de l'époque, s'unissent pour dénoncer une innovation, même les organisateurs les plus influents doivent reculer. L'ATP, qui pourtant avait donné son feu vert au test, n'a pas eu d'autre choix que de se ranger derrière les joueurs. Ça prouve à quel point le circuit professionnel dépend des stars. Sans eux, sans leur présence, sans leur soutien, un tournoi perd tout son prestige, son public et donc ses revenus. Mais cette affaire soulève une vraie question. Est-ce que ça veut dire que le tennis doit refuser tout changement? Parce que si on avait toujours suivi cette logique-là, certains des plus grands progrès du sport n'auraient jamais vu le jour. Revenons sur les quelques révolutions qui ont fonctionné, avec l'apparition du tie-break. Avant le tie-break, les sets pouvaient durer indéfiniment, parce qu'il fallait 2 jeux d'écart pour conclure. Donc des scores comme 22-20 ou 18-16 étaient monnaie courante. Mais avec l'évolution du sport, l'arrivée de la télévision, les contraintes horaires et le besoin de garder un rythme raisonnable, une idée s'impose. Le jeu décisif à 6-6. À ses débuts, le tie-break a choqué les puristes. On trouvait ça trop brutal, trop artificiel. Mais aujourd'hui, c'est devenu une norme incontournable, acceptée par tous. Il a même évolué récemment, avec l'apparition du super tie-break en Grand Chelem pour le 5e set, histoire d'éviter les matchs marathon à la Isner-Mahut. Bref, le tie-break, c'est l'exemple parfait d'une innovation utile et durable. Mais on peut pas parler d'innovation réussie sans évoquer le Wokai, ou l'œil de faucon. Le système de challenge vidéo pour vérifier les décisions d'arbitrage. Et quand il débarque au milieu des années 2000, certains joueurs et commentateurs restent sceptiques. On craint que ça ralentisse le jeu. On se demande si la technologie est fiable à 100%. Certains arbitres se sentent même un peu mis à l'écart. Mais très vite, le système s'impose comme un outil indispensable pour l'équité. Le public l'adore, les joueurs aussi, c'est devenu un moment de suspense, presque un petit show dans le match, et aujourd'hui le Wokai est présent sur tous les grands cours. Et sur certains tournois comme l'Open d'Australie et l'US Open, il a même remplacé les juges de ligne humains. Là encore, une innovation largement critiquée au départ, mais largement adoptée avec le temps. Néanmoins, le tennis a aussi vu des innovations qui n'ont pas été aussi bien reçues, et qui aujourd'hui encore divisent. Un exemple parlant, le coaching. Traditionnellement, le tennis est un sport où le joueur est seul face à lui-même. Pas de coach sur le banc, pas de consigne pendant le match. Ce côté gladiateur solidaire fait partie de l'ADN du tennis. Mais depuis le 1er janvier 2025, les joueurs et joueuses peuvent bénéficier du coaching en match, que ce soit par des gestes ou à haute voix. Et dès l'Open d'Australie cette année, les clans étaient au bord du court, et les joueurs pouvaient aller les consulter quand ils voulaient. Pour certains, c'est un progrès tactique qui permet d'élever le niveau de jeu et de faire entrer le spectateur dans les coulisses de la stratégie, mais pour d'autres, c'est une rupture avec la pureté du tennis. Et c'est vrai qu'on perd cette dimension mentale où le joueur doit s'en sortir seul. Et ça pose aussi une question d'égalité. Tous les joueurs n'ont pas le même staff, les mêmes moyens, donc le coaching peut renforcer les écarts. Comme innovation controversée, on a aussi les formats expérimentaux, comme par exemple le Masters Next Gen. Un Masters créé pour les jeunes espoirs, mais un tournoi qui est un laboratoire d'innovation. Des sets en 4 jeux, le let au service qui est joué, 15 secondes entre chaque point, un coaching par tablette. L'idée c'est de tester plusieurs formules pour rendre le tennis plus attractif auprès des jeunes. Mais là encore, ça divise. Certains aiment le dynamisme, la rapidité, la modernité, et d'autres dénoncent une standardisation excessive, une perte de l'intensité mentale que demandent les formats classiques. Et jusqu'à maintenant, aucune de ces innovations n'a franchi le cap des tournois majeurs. On pense aussi à l'UTS de Patrick Mouratoglou, qui casse les codes avec son format NBA, et ses cartes à utiliser qui donnent des pouvoirs, pour encore une fois attirer les jeunes. Autre sujet sensible, la modification des conditions de jeu, avec des balles différentes selon les tournois. Il faut savoir que les balles utilisées varient de tournoi en tournoi, certaines sont plus lourdes, certaines sont plus vives, et tout ça influence énormément le style de jeu. Et ce qui choque, c'est pas tant le changement, mais le manque de cohérence. Parfois, on a l'impression que chaque tournoi fait sa petite cuisine dans son coin, pour favoriser certains types de jeux ou de joueurs, et ça vient brouiller la lecture du circuit pour le public. Un public qui ne sait plus vraiment à quoi s'attendre d'un tournoi à l'autre. En résumé, le scandale de la terre battue bleue n'a pas simplement été une erreur isolée. Il a cristallisé un conflit plus profond entre tradition et innovation. Le tennis peut changer, et il doit évoluer, mais pas à n'importe quel prix, et encore moins contre l'avis de ceux qui le font vivre. Et tout ça nous mène à une dernière question essentielle. Comment faire évoluer ce sport sans trahir ce qu'il est vraiment ?
L'épisode de la terre battue bleue à Madrid va bien au-delà d'une simple affaire de couleur. C'est pas juste une anecdote technique dans un tournoi, c'est le symbole d'un dilemme bien plus profond qui traverse tout le tennis moderne. Faut-il innover pour faire évoluer le tennis ? Ou au contraire préserver son identité à tout prix. Et le cas de Madrid 2012 a montré à quel point l'équilibre est fragile. Quand une innovation va trop loin, trop vite, sans concertation, elle peut créer un rejet immédiat. La surface bleue en est le parfait exemple. Censée rendre le jeu plus lisible à la télévision, elle a complètement détruit les repères des joueurs. On a voulu innover sur la forme, mais sans respecter le fond. Résultat, tout le circuit a gueulé, et les joueurs se sont sentis trahis. Mais à l'inverse, on peut pas nier que le tennis a toujours évolué. Le tennis d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui des années 60, 70. On l'a vu dans la partie précédente, certaines innovations ont rendu le tennis plus attractif, plus juste et même plus spectaculaire. Sans le tie-break, peut-être qu'on finirait par s'ennuyer à la fin de chaque set. Sans le wokai, on crierait encore à l'injustice à chaque point litigieux. Sans les raquettes modernes, le tennis n'aurait jamais connu une telle évolution dans le jeu, avec des joueurs et des joueuses si puissants, comme Nadal, comme Serena ou Alcaraz. Donc la question, c'est pas faut-il changer le tennis ? Non, la vraie question c'est comment changer le tennis sans détruire ce qui fait sa beauté. Parce que le tennis, s'il est si fascinant, c'est justement parce qu'il repose sur un équilibre rare entre exigence physique mais aussi mentale, la tradition mais aussi la modernité. La tradition avec son côté moderne et un duel solitaire mais dans un univers collectif mondial. Et c'est cet équilibre qu'il faut savoir préserver quand on propose une innovation. C'est pour ça que certaines idées passent et d'autres cassent complètement. Alors imaginons un instant. Si demain, une autre révolution aussi radicale que Madrid 2012 était tentée, Monte-Carlo qui débarque avec une terre battue verte par exemple. Si on proposait de jouer les grands chelems au meilleur des 3 sets chez les hommes. Ou alors de rendre toutes les surfaces identiques pour égaliser les chances, ce qui est déjà un peu le cas. Ou même de supprimer les juges de ligne pour ne garder que l'arbitrage électronique, ce qui est déjà un peu le cas aussi. Est-ce qu'on serait prêt à accepter tout ça ? Ou alors est-ce qu'on créait à la catastrophe comme en 2012 ? C'est là que se situe toute la tension. Parce que le tennis est un sport profondément conservateur, où la moindre nouveauté fait débat. Et en même temps, c'est un sport qui a toujours évolué par petites touches à travers les décennies. Le défi pour les années à venir, ce sera justement de trouver le bon tempo du changement. Pas celui qui brusque, pas celui qui trahit, pas une dinguerie à la Ion Tiriac, qui voulait juste faire gonfler les recettes de son Mutua Madrid Open, mais celui qui accompagne l'évolution du jeu dans le respect des joueurs et des spectateurs. Parce que oui, les fans aussi ont leur mot à dire. C'est nous qui vivons le tennis, qui le regardons, qui le commentons, qui le ressentons. Alors dites-moi en commentaire quelles innovations vous aimeriez voir dans le tennis, et au contraire, quelles idées ne doivent surtout pas voir le jour selon vous. En attendant, je vous laisse avec ce format exceptionnel où on revient sur l'ensemble de l'histoire du tennis. Ciao!